Loué soit Jésus-Christ. Ici Yannick pour Radio Regina. Alors aujourd'hui, une petite émission rentre dedans, hein, comme on les aime. Hein. Quand on a Théodon parmi nous, on sait que ça va pas rigoler. Hein. Ou plutôt si ça va rigoler, mais que ça va faire mal en tout cas. Ceux d'en face, ils vont. Hein? Et comment? C'est ceux d'en face qui ne vont pas rigoler. Donc, en fait, on dit ça dans le sens où, vous savez bien, avec Théodon, hein, à part l'émission précédente sur la question de vérité et mensonge, hein, mais bien souvent, avec Théodon, on a l'habitude de taper sur certaines dispositions d'esprit, sur certains concepts qui sont très communément admis hein, parmi beaucoup de catholiques, et en tout cas qui contaminent pas mal hein, les mentalités. Et aujourd'hui, c'est autour du conservatisme à y passer. Hein. C'est autour du conservatisme à y passer. Alors, pourquoi est-ce qu'on en est venu à en parler hein? J'avais rencontré une fois un prêtre qui avait exposé à moi et des amis une brève histoire de l'Église. Hein. Très brièvement, il avait parlé de l'histoire de l'Église. Et il voyait un peu toutes les périodes. Et moi, j'étais nouveau dans la religion. Hein. Et il commence à parler de la Renaissance. Hein. Donc, je crois que c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à découvrir, à mettre en pied dans le problème que représentait la Renaissance. Hein. Et il nous a expliqué, donc notamment, que durant la Renaissance, il y avait une sorte de muséification, hein, donc la transformation d'objets pour un certain patrimoine de musée, enfin je ne sais pas comment définir ça exactement, mais en tout cas un certain culte du passé. Hein. Et le culte du passé en question, c'était celui de l'Antiquité. Voilà, celui de l'Antiquité. Et c'est la première fois que j'entendais un prêtre dénoncer ce qu'on appelle le conservatisme. Hein. C'est le mot qu'il a employé. Alors, je ne sais pas si le terme était exactement approprié, mais de toute façon, on va beaucoup parler de ça, on va beaucoup toucher à ça durant cette émission, parce que le conservatisme, certainement beaucoup d'auditeurs ne voient pas de problème à la base avec ce mot-là. Et d'ailleurs, c'est un terme qui est repris, utilisé par beaucoup de personnes, hein, qui se définissent d'ailleurs comme telles. Raison pour laquelle, donc, on va certainement nommer cette émission, à mon avis, l'Église est-elle conservatrice hein. Voilà, bonsoir Théodon. Bonsoir Yannick et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Regina. Très bien, très bien. Écoute, qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de mon introduction? En réalité, il y a une question sémantique derrière ce que tu as dit, là, ce que ce prêtre a défendu. C'est est-ce que c'était du conservatisme ou est-ce que c'était de la réaction, de ce qu'on appelle aussi l'esprit réactionnaire, qui est très proche de l'esprit conservateur, et on va le voir. Ouais. Parce qu'en réalité, la mentalité donc, de la Renaissance, qui cherchait à remettre au goût du jour la civilisation païenne antique, qu'elle soit grecque ou latine, on pourrait plutôt la qualifier de réactionnaire dans le sens où elle cherchait à réagir pour ce qu'elle considérait comme des excès de l'imprécision du Moyen-Âge en réalité. Elle considérait que pour les Renaissants, pour les dégénérés humanistes, le Moyen-Âge était une période de dégénérescence. Et donc, il fallait la régénérer en faisant appel à ce qui était avant le Moyen-Âge, c'est-à-dire l'Antiquité. Et donc voilà, on peut dater cette mentalité donc, de la Renaissance, à partir de laquelle va commencer à se poser le problème de à partir de quoi il faut juger notre époque. C'est à partir de la Renaissance qu'on va considérer qu'il ne faut pas juger notre époque par rapport à la volonté divine, ce qui était le cas au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, peut-être pour citer une petite citation, on va commencer peut-être comme ça, une citation de Saint Bernard de Clairvaux, qui disait, qui avait une mentalité qui n'est absolument pas conservatrice ni réactionnaire. Il disait ainsi: il ne faut pas que ce qu'on voit vienne dissiper ce qu'on croit, ni que la réalité présente dans sa pauvreté rétrécisse l'ampleur de notre espérance, ni que le témoignage des réalisations actuelles évacue celle de l'avenir. Non, la gloire présente et temporaire de la cité terrestre ne ruine pas le bonheur du ciel, elle l'édifie au contraire, si du moins nous ne doutons absolument pas de tenir en cette cité la figure de celle qui, dans le ciel, est notre mère. Donc voilà, la mentalité chrétienne ne consiste pas à tenir pour un culte la réalité actuelle présente dans sa pauvreté. Elle ne consiste pas à chercher à dire que la cité actuelle doit être défendue coûte que coûte, parce qu'on sait très bien
que la cité actuelle, elle est composée d'hommes qui sont pécheurs, qui sont porteurs du péché originel, même s'ils ont pu être lavés par le baptême, mais qui portent toujours les conséquences du péché originel. Et donc, elle n'a pas à être idolâtrée et elle n'a pas à être défendue à tout prix. Une civilisation peut se tromper, une civilisation peut avoir Tort. et donc, ils ne cherchent plus. Donc, pardon? Ouais, ça a coupé, c'est pour ça que je répétais un peu ce que tu disais, ouais. Donc, une civilisation peut avoir tort. Et donc, de dire il faut chercher à conserver notre civilisation telle qu'elle est, et c'est le but du conservateur en réalité, c'est que le conservateur, il va chercher à maintenir le statu quo tout en essayant de corriger ce qu'il considère comme les écarts actuels. Ouais. Pour prendre une définition peut-être du conservatisme, parce que là on parle peut-être de termes peut-être abstraits chez certains. Oui, alors conservatisme et réaction, hein, donc Réaction, deux concepts oui, philosophiques voilà, oui. qui sont très 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 proches, hein, voir un petit peu la Liés. nuance, qui sont liés, et tout en sachant bien entendu, que dans ces définitions, évidemment, il y a des petites nuances à apporter, puisqu'il y a plusieurs catégories ou subdivisions, hein, de conservatisme et de réaction. Tout à fait. Et on peut dire que d'ailleurs, le conservatisme, ce n'est pas véritablement une idéologie au sens où on le croit habituellement, par exemple pour le communisme ou le nationalisme. C'est plutôt une disposition d'esprit, comme tu l'avais dit dans l'introduction. Et je vais citer ici une définition, entre guillemets, d'un conservateur anglais qui s'appelait Michael Oakeshott, Oakeshott. Merci pour les... Oui, parce que ma prononciation n'est peut-être pas la bonne, donc je préfère les plis. Ouais. Et qui disait ainsi: être conservateur, par conséquent, est préférer le familier à l'inconnu, préférer ce qui a déjà été utilisé à ce qui ne l'a jamais été, préférer le fait au mystère, le vrai au possible, le limité au flou, ce qui est proche plus que ce qui est distant, le suffisant à l'excédent, le convenable au parfait, le rire présent au bonheur utopique. Donc voilà. En réalité, donc qu'est-ce que c'est le conservatisme? Il l'a dit, c'est préférer ce qui a déjà été utilisé à ce qui ne l'a jamais été. Et donc, il faut s'en tenir à ce qui est présentement. Ça, le conservateur, dans la définition la plus simple qui soit, c'est celui qui veut s'en tenir à ce qui est présentement. C'est exactement ça. Et donc, pour le réactionnaire, c'est presque pareil. Là, je n'ai pas nécessairement une définition précise de cette mentalité. Là, j'avoue que je n'ai pas été jusque-là. Mais on pourrait très bien dire que le réactionnaire, c'est celui qui va préférer ce qui a déjà été utilisé à telle époque à ce qui est maintenant. C'est simplement ça la différence. Ouais, c'est un peu plus passéiste. Le conservateur, il est ancré dans le présent. Le réactionnaire, il est ancré dans une certaine époque. Voilà, il veut revenir, il veut par exemple, c'est la même mentalité. S'il est minimum bon chrétien, mais qu'il est toutefois réactionnaire, il voudra revenir peut-être au Moyen-Âge. Voilà. Alors que nous, la nuance, c'est que nous voulons rétablir, ou en tout cas édifier une nouvelle chrétienté, la chrétienté. Le réactionnaire, lui, ce serait plutôt revenir à une période. Voilà. C'est ça. Il considère en réalité que telle période était préférable et il ne voit pas d'autre absolu dans le temps que cette période-là, et donc il va la porter au pinacle, il va chercher à remettre en place tout ce qui pourrait rappeler cette période-là, d'où un certain culte romantique. Les romantiques étaient très réactionnaires, et notamment envers le Moyen-Âge, mais aussi envers l'Antiquité, etc. Ils avaient une mentalité très réactionnaire, mais ça les produisait à une impasse parce que le temps s'est écoulé et on ne peut pas dire que même le Moyen-Âge, c'était une période admirable, mais ce n'était pas une période qui était, dont le péché originel, dont les conséquences du péché originel étaient absentes. C'est une période qui était composée d'hommes, qui étaient des hommes imparfaits. Et donc voilà, on peut s'inspirer de certaines pratiques, de certaines doctrines. Oui, c'est bien entendu. Et bien évidemment qu'il y a eu des exemples admirables au Moyen-Âge, les saints, mais déjà, les saints, ils ne sont pas que au Moyen-Âge. Il y en avait déjà dans l'Antiquité, il y en a eu même dans la période de décadence. Il y a eu des saints. Donc, on ne peut pas dire qu'une période est un étalon pour juger les autres périodes et que cette époque-là, qui est notre absolu. Notre absolu, c'est Dieu, ça ne peut pas être une construction humaine. Une époque, une civilisation, parce que c'est de ça dont il s'agit en réalité, c'est plus qu'une époque, c'est une civilisation qu'on préfère à une autre. Une civilisation, c'est le fait d'homme. Et ces faits-là ne doivent pas être portés au pinacle, ne doivent pas être idolâtrés, justement. Et on en revient au sujet qu'on retrouve un peu partout quand on analyse les idéologies, quelles qu'elles soient, c'est qu'on finit par idolâtrer telle ou telle période, tel ou tel groupe, tel ou tel concept, et on perd de vue Dieu et on apostasie pratiquement, en tout cas.
Ouais, C'est je un vois ce que tu veux dire. gros problème. C'est exactement ça. Voilà, dans ce sens-là, je serais plutôt. Alors, on va jouer sur les mots évidemment, mais j'irais à ce moment-là que je serais juste par provocation, hein, bien entendu. Je dirais que je suis progressiste. Bon, évidemment, je veux pas dire ça, hein, mais je suis progressiste dans le sens où je veux progresser vers Dieu et vers une chrétienté bien radicale. Alors, juste préciser, parce que voilà, je me suis amusé à dire, pour rigoler, qu'on était progressiste, mais en retournant complètement le truc. Évidemment, faut faire attention avec les mots qu'on emploie. Il y a une ou plusieurs personnes qui ont critiqué le fait qu'on tapait un petit peu sur ce qu'on pouvait appeler communément la droite, mais pas sur la gauche. Parce que je dis, je dis ça grosso modo, hein, donc je sais plus les termes qui étaient employés, je paraphrase. Mais le problème, c'est que tout le monde tape déjà sur la gauche et tout le monde connaît tous ces problèmes-là. Sur Radio Regina, on dit les choses que personne ne dit. On fait des rappels que personne ne rappelle, en général. Ou alors une grosse minorité. Donc c'est un peu le but ici. On tape dans la fourmilière, tout simplement. Parce que nous, Oui, on prépare justement comme on le disait dans d'autres émissions, là, on sait qu'il y a une bonne partie de gens intelligents qui nous écoutent, et le but, entre autres, c'est d'avoir petit à petit, une bonne petite élite catholique, voilà, des gens qui réfléchissent et qui apporteraient leur brique d'une façon ou d'une autre à une future chrétienté. Voilà, donc on prépare le monde de demain ou d'après-demain, en fait. C'est un peu pour ça qu'on fait tout ça. Parce que demain, peut-être bien que la gauche, c'est terminé, mais les problèmes, ils seraient toujours là. Nous, ce qu'on veut, c'est la chrétienté, point barre. On fait tout ça pour que, évidemment, que les gens, nos frères en chrétienté, ne tombent pas dans les pièges. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle on tape sur le conservatisme et d'autres concepts. Quand on voit l'état actuel de ce qu'on considère comme la droite ou l'extrême droite aujourd'hui, je pense que c'est surtout là qu'il faut faire le ménage, quoi. Parce que les gauchistes, ce qui est au moins clair, c'est qu'eux, ils se définissent clairement anti-chrétiens. Celui qui est catholique, il se doute bien que Mélenchon, Usul, des trucs comme ça, c'est pas leurs amis. Tandis qu'un conservateur qui va se dire oui, moi je suis chrétien, il aura beaucoup plus tendance à piéger des frères en chrétienté, à faire croire à des illusions que le gauchiste, quoi. Donc justement, c'est aussi par charité qu'on fait ces émissions, parce que ces gens-là, ils sont plus dangereux que ceux qui nous répudient, qui nous attaquent directement. L'Église a toujours considéré que l'hérétique qui était proche de nos idées, mais qui se séparait sur quelques points, était beaucoup plus dangereux que l'apostat complet, parce que l'apostat complet, tout est clair. Oui, alors attention, bien entendu, nous ne sommes pas en train de dire que les gens qui se définissent comme conservateurs sont des hérétiques en fait. On dit par contre que cette disposition d'esprit est extrêmement dangereuse. Hein. Extrêmement dangereuse pour le combat chrétien, tout simplement. Et d'ailleurs, on l'a vu au moment de Vatican II. Au moment de Vatican II, une grande majorité des catholiques avaient cette mentalité conservatrice. Et c'est ce qui fait que, même si beaucoup tenaient pour la vraie doctrine, ils n'ont pas réagi, ou très très peu, contre ce qui se passait au soi-disant concile, quoi. Quand il y a eu la liberté religieuse, etc., ça a fait un peu de bruit, mais au final, quand même, Jean-Paul II, il présente bien, il combat le communisme, donc pourquoi pas se mettre avec lui après tout. Et donc voilà, ça a affaibli les vrais combattants, en réalité, toutes ces idées-là. Alors Benoît XVI, n'en parlons même pas, parce que là, typiquement moderniste et typiquement conservateur, dans le sens qu'on est en train de parler, c'est le statu quo, c'est l'herméneutique de la continuité. Il adapte la philosophie des Lumières à la religion. Il l'a toujours dit clairement, très clairement. Donc on a des extraits de tout ça. Benoît XVI, typique danger et très très apprécié par les conservateurs. Par ceux qui se revendiquent conservateurs. Comment ? Ils sont logiques avec eux-mêmes. Mais justement, c'est là quand même qu'on voit la tartufferie de ces gens-là, puisque Ratzinger, quand il était abbé, au début de Vatican II, c'était un progressiste. Mais comme il est resté sur ses positions, on va dire, 30 ans plus tard, c'était le considéré comme un réactionnaire ou un conservateur. Et donc, celui qui était vu comme un élément subversif dans les années 60 est vu comme un élément restaurateur, défenseur de la tradition aujourd'hui, quoi. Et je vais même aller plus loin. Je ne sais pas ce que tu vas en penser, mais je ne serais pas étonné que des gens comme Voltaire, voire même Karl Marx, ou je ne sais qui, s'ils étaient nés à notre époque maintenant, avec exactement les mêmes idées, avec exactement les mêmes écrits, hein, je ne serais même pas étonné qu'on les considère comme des conservateurs. Ah ben bien entendu. Peut-être pas sur le plan économique pour Karl Marx, bien entendu, mais sur pas mal de plans, je ne serais pas étonné qu'on les considère comme des conservateurs. Enfin, après, j'ai cité du très lourd, on aurait pu en citer plein. Mais des conservateurs
Ouais. Je reprends un petit peu, les conservateurs ont défendu Voltaire. Alfred Noyes, c'est en anglais, Noyes. Ah ben regarde, oui, exactement, mais excuse-moi de t'interrompre, le fameux site Boulevard Voltaire, là. Il y a que des conservateurs, hein. Voilà. C'est exactement ça. Et voilà, exactement. Et il s'appelle du nom de Voltaire. Et donc je disais Alfred Noyes, je ne sais pas exactement comment est-ce qu'on le prononce, c'était un écrivain catholique, catholique, je ne sais pas exactement son état de foi, mais vu c'était, j'ai quand même un petit doute, qui avait écrit un livre qui cherchait à réhabiliter Voltaire dans les années 30. Qui disait que Voltaire, il avait construit une église, il réagissait contre les abus de la superstition, quelque part, il a marqué son époque, il est mort avec les derniers sacrements, donc on peut le considérer comme un catholique. Ouais. Et voilà. Et ça a été repris par les conservateurs, notamment Erich von Kuehnelt-Leddihn. C'est un penseur conservateur d'origine autrichienne, je crois, qui a émigré aux États-Unis, qui est une grosse référence là-bas, dans les milieux conservateurs, et qui est extrêmement libéral. Et il a cherché à réhabiliter l'école libérale. C'est ça. Libéral dans le sens en réalité, libéral de droite, quoi. Le libéral et le conservateur, c'est juste que le conservateur, il va mettre la pédale douce, il va être plus modéré. Mais une fois que le changement a lieu, il va l'accepter. Oui, c'est ça. C'est le statu quo. Et justement, et pourquoi j'avais fait la petite réflexion sur Voltaire moi, j'avais cité aussi Karl Marx, mais on aurait pu en citer plein d'autres. Pourquoi j'avais fait cette petite réflexion-là? C'était aussi dans le sens où, tu vois, ce qu'on appelle la gauche, le progressisme, ils ont une politique, une disposition d'esprit offensive. Donc ils veulent toujours aller plus loin dans leur délire, dans leur dégénérescence. Les conservateurs, eux, la bonne droite, ils ont une disposition beaucoup plus défensive. Donc ils essayent de résister. Résister à quoi? À l'avancée du train de gauche, en fait. Hein? Donc ils sont, par rapport à eux, ils sont, on va dire, un peu beaucoup plus passifs. Et qu'est-ce qui se passe avec les années, au fil des décennies, des siècles? Ben, fatalement, la gauche, elle n'a fait que progresser. Et le wagon conservateur avec elle, qui essaie toujours de tirer vers le statu quo. Hein? Mais en même temps, la dégénérescence politique, philosophique et tout ça, elle ne fait que progresser. Et c'est pour ça que je dis que des gens qu'on nous présentait hier comme progressistes, bah, de nos jours, sans problème, ce seraient des ultra-conservateurs. C'est pas mal de temps. Et c'est pareil. Et les conservateurs d'aujourd'hui cherchent à récupérer des idoles de la gauche d'avant. Ah, ben bien sûr, absolument. Et sur énormément de points, on peut constater qu'il y a eu un ralliement absolu des conservateurs sur les positions de la gauche au fil des années. Les conservateurs, c'est la gauche il y a 30 ans, il y a 40 ans. Après, voilà, donc, bon, pour résumer, hein, l'état d'esprit conservateur, grosso modo, généralement, c'est statu quo, ou statu quo juste un petit peu avant, mais les gars qui vont nous dire, oui, mais c'est pas vrai, conservateur, c'est pas ci, c'est pas ça. Parce que les conservateurs, ils vont toujours avoir des excuses. Ils vont toujours avoir des excuses. Ils vont dire, oui, mais on souhaite quand même la chrétienté, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est ce qu'ils vont nous raconter, évidemment. Ils vont nous parler de théologie, ils vont dire, oui, saint Thomas d'Aquin dit que... J'en sais rien, tu vois, tous les arguments, ils vont essayer de prétendre qu'en fait, qu'ils ne sont pas tellement, mais dans les faits, quand on lit vos presses, quand on regarde les manifestations, par exemple, je pense la fameuse manif pour tous, là, qui avait rassemblé blindé des centaines de milliers de personnes dans les rues. On était aussi un petit peu impliqués de notre côté aussi. Mais la plupart des gens qui se faisaient interviewer, qui s'exprimaient, c'est très rare quand on voyait des personnes dire autre chose que « Oui, nous ne sommes pas homophobes, machin, mais nous sommes juste contre le mariage et l'adoption d'enfants par ces gens, parce qu'il y a un problème de filiation, blablabla. Bla, bla. » Même dans les rangs des plus conservateurs qui parlaient comme ça. Hein. Par contre, de temps en temps, ceux qui s'exprimaient autrement, qui disaient Dieu condamne ça, c'est parce que la Bible montre ouvertement que ça c'est condamné, c'était des étrangers. C'était des étrangers qui osaient dire devant la caméra Sam, c'est dégueulasse, voilà, ce genre de comportement, ça ne devrait pas exister. C'était très rare, des gens un peu, je sais pas, qui s'exprimaient comme ça, il y en avait pas. Et on n'avait pas, pourquoi? Pas tant qu'ils avaient nécessairement peur de l'image qu'ils pouvaient renvoyer aux caméras, parce que moi j'aurais été à leur place, moi je me serais lâché. Mais je pense surtout qu'ils le pensaient vraiment. Qu'ils le pensaient vraiment parce que ce péché-là, ce vice-là, contre nature, est tellement banalisé et accepté, normalisé dans la société, que même eux finissent par dire oui, bon, ça existe, mais il faut juste qu'il n'y ait pas de propagande par rapport à ça, qu'il n'y ait pas de mariage, adoption d'enfants, etc. Et ça s'arrête là.
Alors, tu avais même des gens qui disaient carrément, oui, mais ils ont déjà le Pax, pourquoi est-ce qu'on veut plus? C'est complètement dans le statu quo, tu vois. Et après, ça va être quoi maintenant? Ça va être les histoires de PMA, GPA, mais on va pas nécessairement revenir en arrière. D'ailleurs, il y a des partis, les partis qui s'opposaient, en tout cas les personnalités politiques, qui s'opposaient à l'adoption au mariage contre nature, la plupart, si elles passent et remportent des élections, et qu'elles ont le pouvoir de changer les choses, elles les changeront pas. Ben non. Et elles l'ont dit. Voilà le problème. Et c'est des conservateurs, hein, typiquement. Et d'ailleurs, on le voit même encore aujourd'hui avec Donald Trump qui a fait comme un de ses chevaux de bataille lutter contre l'homophobie dans le monde. Maintenant, la législation qui criminalise les comportements contre nature, ben, ils sont dans le collimateur du conservateur Donald Trump. Conservateur. Et c'était donc parmi les républicains, il était désigné le plus à droite sur pas mal d'aspects, considéré comme tel. Il était décrit par les médias un peu honnêtes comme le moins homophobe des présidentiables. Parce qu'il y en avait d'autres qui venaient des sectes un peu protestantes et tout ça, tu vois, aux États-Unis, qui se présentaient au présidentiel. Et c'est Donald Trump qui était le plus... désolé d'employer les termes comme ça, hein, mais c'est le gay-friendly qui disait. Gay-friendly, ça veut dire ami des contre-nature, dans le langage novlangue. Voilà. Donc Trump, par contre, il est traité d'homophobe à certains moments, évidemment, quand il s'oppose au fait qu'il y ait des personnes qui veulent changer de sexe, soi-disant évidemment, mais qui veulent changer de sexe dans l'armée américaine. Parce que ça apporte que des problèmes. Donc, Et c'est là qu'on voit que le conservatisme a toujours servi la gauche en réalité. Parce que ils sont incapables d'opposer principe à principe. La gauche, elle considère que le progrès est toujours bon. Et donc il faut toujours aller plus d'innovation, plus de changement. Il y a une logique démoniaque bien sûr, mais il y a une logique. Ouais. Les conservateurs, eux, ils disent il faut éviter de bouleverser la société plus avant, il faut chercher à se maintenir comme on est, mais sans faire appel ni à Dieu, ni à des concepts transcendants, et ils sont incapables de mobiliser autant. C'est pour ça que les conservateurs ont toujours eu une clientèle, ou entre guillemets une clientèle, de personnes plus âgées que les gauchistes. Le jeune, souvent quand il vit dans le monde, il est gauchiste, il n'est pas conservateur, c'est très très rare. Ou alors il est nazi, mais il n'est pas conservateur. Exactement. C'est très très rare que tu sois un jeune conservateur. Hein. Ouais. Sauf si c'est ses parents qui l'ont éduqué ainsi. Là peut-être, mais dans ce cas-là, ça passe par les personnes âgées. Mais tu ne verras jamais un jeune, moi je suis conservateur. Oui, un peu moins peut-être. À la limite, réac, oui, peut-être un peu réac, oui. Mais conservateur vraiment dans le sens, il faut conserver la société telle qu'elle, non, jamais. C'est une mentalité de personne âgée, ça. En grandissant, tu veux dire, ouais. En grandissant, tu deviens conservateur, c'est ça? Tu peux le devenir, oui, parce que là, tu t'es davantage ancré dans le monde, dans les attraits du monde, entre guillemets, tu n'as pas envie de changer. Donc, dans ce cas, tu es plus tenté d'avoir une optique conservateur que si tu étais un jeune qui cherche un peu à changer les choses, quoi. Et c'est sur plein d'aspects, hein, donc on a cité l'exemple contre nature. Tu imagines qu'hier, sur la chrétienté, pour nous, c'était même pas pensable, on voyait ce genre de choses, c'était peine de mort. Maintenant, c'est tellement banalisé, normalisé, que maintenant, quand même, carrément des pseudo-mariages, maintenant, on dit « Ah, ne me pas aller trop loin à la PMA, la GPA, quand même pas. Hein. » Voilà. Et c'est pareil pour d'autres choses, sur pas mal d'aspects, de vices, de péchés répandus. Maintenant, tu regardes tout ce qui concerne, par exemple, les notions d'avortement. Alors, grâce à Dieu, beaucoup de catholiques, conservateurs, sont opposés à l'avortement. Alors, soit ils sont complètement opposés, très bien, ou soit opposés au fait qu'on rajoute encore quelques mois la possibilité de prolonger la limite de l'avortement. Mais bon, grosso modo, la plupart sont opposés, donc ça c'est un truc qui est resté. Mais le problème, qu'est-ce que la plupart vont, en tout cas une grosse majorité vont dire dans les médias, « Oh mais oui, mais il y a les moyens de contraception, donc on comprend pas pourquoi les gens veulent avorter. » C'est ça, hein. Il y a tellement de moyens de contraception qui sont accessibles, donc pourquoi est-ce qu'on devrait avorter? Bon, voilà. Et ça touche aussi à un domaine qui est totalement lié, évidemment. Et désolé d'en parler une seconde, mais aussi la question de la fornication, qui est évidemment ultra banalisée en société. Et maintenant, attendre le mariage
pour la plupart des gens, y compris beaucoup de gens qui se réclament catholiques, en tout cas conservateurs, hein, c'est même pas pensable d'attendre le mariage. Ou alors ils disent ils voient ça comme un idéal. Voilà. C'est peut-être à partir du niveau Fraternité Saint-Pédis que ça commence à devenir sérieux, j'ai l'impression. Peut-être même Fraternité Saint-Pierre. Mais en tout cas, c'est vraiment on va dire que chez les Ecclesia Dei, donc dans ceux qui se définissent comme catholiques, hein, c'est encore chez les Ecclesia Dei, dans la tendance un peu conservatrice, que ça commence à devenir un peu sérieux. Après, Fraternité Saint-Pédis sont beaucoup plus sérieux à ce niveau-là aussi. Bah sinon, c'est catastrophique. Hein. C'est catastrophique. Hein. Mais bon, c'est les conservateurs. Et même si tu avais évoqué la question de l'avortement, ben, on peut même dire aller plus loin. Maintenant, le mouvement pro-vie ne lutte plus vraiment contre l'avortement. Je ne sais pas si tu as peut-être regardé certains leurs programmes de ce qu'ils proposent. Ils proposent des alternatives à l'avortement, mais il y a de moins en moins écrit nous voulons abolir l'avortement. Ah oui, et aussi un truc, souviens-toi, je crois que c'était il y a 1 an ou 2 ans, que Simone Veil, quand elle est morte, là. Oui, aussi, voilà. Purée, mais quel scandale! Dommage, mais abominable. Ah oui, donc des gens, des militants hein, contre même l'avortement et des conservateurs pleuraient avec les gauchistes et les féministes Simone Veil en disant que Simone Veil, parce que c'est une figure médiatique et que ça leur donnait l'impression d'être du bon côté et d'être pas si méchant et d'être cool. Voilà, il soutenait Simone Veil dans le sens où elle disait Simone Veil ne souhaitait pas vraiment l'avortement, machin, c'était juste parce qu'il y avait trop de femmes qui souffraient, mais elle voulait quand même que ce soit pas trop exagéré, machin. Tu vois ce que je sais plus exactement le discours. Là, je dis un peu n'importe quoi, mais je paraphrase encore une fois. Mais c'était exactement ça. T'avais plein de gens de bonne droite, hein, se me réclamant même souvent catholiques, qui pleuraient Simone Veil avec les autres. Mais c'est incroyable. Hein. Donc, on est tombé. Exactement. Et ce que je me dis, à moi, avec tout ça, avec cette mentalité de bon petit conservateur ambiante, tous les mouvements qui sont dans ce type de courant, de disposition d'esprit, de pensée, donc même les plus... voilà, des mouvements politiques qu'on considère comme bien tradis, tout ça, hein, le jour où il y aurait, par la grâce de Dieu, une vraie et réelle chrétienté, je suis pas sûr qu'avec leur mentalité, ils survivraient, hein, parce que là, ils seraient plus du tout dans le statu quo. Ils seraient plus du tout dans le passé à la sauce réactionnaire. Ils seraient dans un nouveau système. Ils seraient dans un nouveau monde, la chrétienté. Est-ce qu'ils accepteraient interdiction totale de la fornication, la censure de la plupart des films actuels et des livres, que l'index soit remis en place et fait en sorte qu'il soit bien respecté? Est-ce qu'ils accepteraient que les contre-natures, on règle le problème hein, autrement que par oui mais compte ta GPA, compte ta PMA? Est-ce qu'ils accepteraient suppression totale de l'avortement, enfin tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qui est possible et imaginable dans une vraie chrétienté, le programme catholique appliqué? Est-ce qu'il accepterait la pudeur dans les vêtements, dans la modestie dans les vêtements, toutes les femmes en longue jupe, voilées, hein, comme saint Paul le dit dans la Bible? Parce que faut se rappeler que dans le temps, il n'y a pas si longtemps que ça, toutes les femmes avaient les cheveux couverts. Hein. Toutes les femmes avaient les cheveux couverts hein, dans la rue. Faudra en parler ça à un moment donné. Hein. Voilà, ça c'est aussi un sujet qui est complètement nié. Et maintenant les conservateurs, la question du voile, il faut même pas leur en parler. Ça ils comprennent pas. Maintenant c'est même plus une question pour eux. Hein. Ça, de femmes qui sont habillées n'importe comment, qui se disent conservatrices, qui se font connaître en tant que conservatrices. Par exemple, aux États-Unis, il y a Tomi Lahren, Lahren, qui est vraiment le look minimaliste et qui en plus a défendu l'avortement et qui se dit conservatrice. Théodon, est-ce qu'il y a des formes de conservatisme, en tout cas, parce qu'on parle des États-Unis, mais je sais bien, on a dit tout à l'heure, hein, donc il y a plusieurs catégories, on va dire, de conservatisme. Hein. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-unes et dire si on a une qu'on pourrait nous-mêmes se qualifier, nous catholiques, est-ce qu'on peut se dire conservateur par rapport à une catégorie de conservatisme qui serait bonne? Tu vois ce que je veux dire? Je vais peut-être d'abord reprendre un peu l'historique, parce que là, on l'avait abordé, mais il y a eu encore bien d'autres choses par la suite. Donc, on avait dit que la mentalité de la Renaissance, c'est une mentalité réactionnaire, qui cherchait un peu à faire revivre l'époque de l'Antiquité.
d'une façon caricaturale même parfois, parce qu'il y avait certaines sectes qui reprenaient des noms latins, enfin voilà, un aspect parfois complètement délirant qu'on peut trouver dans ces milieux-là. C'est ça, c'est ça. Alors, juste un truc, hein, réactionnaire, on assimile souvent ce mot-là à contre-révolutionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Ben, réactionnaire n'a pas nécessairement le sens d'opposer à la révolution. Réactionnaire, c'est celui qui réagit face à une situation. Et cette situation, ben, ça peut être même une situation bonne. Les protestants étaient réactionnaires dans le sens où ils cherchaient à nier le développement du Moyen-Âge pour revenir, soi-disant, aux origines de la religion. Un protestant, enfin, les protestants d'origine, ceux du XVIe siècle, vous leur disiez à l'époque ils innovaient, eh ben, ils vous auraient dit non. Ils auraient dit on revient au pur évangile. Ils avaient une mentalité réactionnaire. Ils cherchaient à s'opposer au développement du Moyen-Âge, à la scolastique notamment, pour revenir, soi-disant, à la pureté de la religion originelle. On a vu ce que ça a donné, quoi. Et donc voilà. Donc les protestants ont joué un grand rôle dans le développement, on va dire, de la mentalité réactionnaire et conservatrice. Et notamment, ce qu'on appelait, enfin, dans l'émission sur le libertarianisme, j'avais évoqué la question des protestants optimistes, qui eux ont été amenés à défendre d'une optique libérale et libertarienne. Eh bien, les protestants pessimistes, donc ceux qui considèrent que l'homme est irrémédiablement corrompu, que c'est simplement la grâce du Christ qui permet de le sauver, ce qu'on a notamment chez Luther ou chez Calvin, mais ce courant-là, il va plutôt donner naissance, politiquement j'entends, à une forme de pensée conservatrice. Parce que dans le système protestant, eh bien, l'action de l'homme sur la cité n'a absolument aucun rapport avec notre salut. Notre salut, c'est la prédétermination absolue. Notre salut, il a été décidé de toute éternité par Dieu. Et l'homme ne peut en aucune façon participer à ce plan divin. Oui, donc, il n'y a pas de mérite. Si à purifier les mœurs, par exemple, ben, c'est inutile pour un protestant dur, ben, les pessimistes notamment. Et donc, ben, qu'est-ce que ça amène? Ça amène au fait que ben, la cité, ben, on n'a pas à chercher à battre une chrétienté. On n'a pas à chercher à battre une chrétienté, puisque de toute manière, qu'on soit dans une chrétienté ou non, eh bien, l'homme il sera sauvé ou damné selon la volonté éternelle de Dieu. Donc, on n'a pas à chercher à favoriser les autres âmes notamment, puisque tout a déjà été décidé par Dieu dès le départ. Et donc, ben, ça a prédisposé les âmes au conservatisme parce que, ben, quel doit être le but alors du politique? Ben, c'est de maintenir l'existant. Et c'est pour ça que le calvinisme, notamment, aura joué un grand rôle. Hein, c'est là c'est dans ces milieux calvinistes qu'il est né, hein, le conservatisme. Quand on regarde les pères fondateurs, entre guillemets, du conservatisme, on en trouve plein chez les calvinistes. Et donc voilà, donc, aux États-Unis, ben, il y a eu énormément d'influence protestante, et c'est là que c'est le berceau du conservatisme. On voit bien donc le lien entre conservatisme et protestantisme pessimiste, parce que ben, pour un protestant pessimiste, eh ben, l'homme n'a même pas à avoir une nature sociale en réalité. L'homme, il est passif. Il est passif par rapport à son destin. Dieu l'a destiné toute éternité à être sauvé ou à être damné, donc ben, il n'a qu'à passer la vie sur terre en attendant de savoir s'il est sauvé ou pas. Il cherchera peut-être à se convaincre. C'est un peu la mentalité calviniste qui va chercher à se purifier, mais pas à se purifier dans le sens catholique, mais à se purifier dans un sens protestant, qui considère que ben, c'est pour juste savoir est-ce qu'il fait partie du camp des prédestinés ou non. Donc voilà, donc il y a eu l'influence protestante, et par la suite, donc il y a eu la Révolution française. La Révolution française qui n'était pas une révolution conservatrice, encore que il y a eu des influences, notamment de l'Antiquité. Hein, on l'a vu avec toute la mythologie révolutionnaire qui va chercher à réhabiliter aussi l'Antiquité. Donc, malgré tout, on peut dire qu'il y a eu une influence aussi réactionnaire, en l'occurrence, parce que, ben, voilà, c'est un peu la mentalité, faire revenir la République romaine. La mentalité réactionnaire sous la Révolution française, justement, on la retrouve peut-être plus chez les contre-révolutionnaires. On la retrouve en fait dans les deux camps, mais simplement, ils cherchaient à rétablir une situation différente. Pour les révolutionnaires, ils cherchaient à rétablir la République romaine. Pour les contre-révolutionnaires, ils cherchaient à rétablir l'Ancien Régime ou le Moyen-Âge. C'était des époques différentes, mais ils avaient une mentalité qui était proche. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si cette époque-là sera le berceau du traditionnalisme philosophique. Vous l'aviez évoqué dans une précédente émission avec Athanase. Avec Athanase, donc c'est la troisième émission qui s'appelle « Un mauvais traditionnalisme ». C'est pas un hasard si cette idéologie-là, elle est née avec la Révolution. C'est parce que c'est véritablement à ce moment-là qu'on s'est dit, bon, la société actuelle, elle est instable, on le voit bien. Il y a eu énormément de bouleversements, donc sur quoi on va s'appuyer? Alors certains vont dire sur une société antérieure, pour revenir au Moyen-Âge, pour revenir à
l'ancien régime, il faut revenir à l'Antiquité. Ça va donner différents courants et ça va alimenter notamment le romantisme qui viendra juste après la Révolution. Les romantiques, certains cherchaient à fantasmer un Moyen-Âge qu'ils idéalisaient avec les mythes du Graal, etc. D'autres, c'était plutôt l'Antiquité avec les muses, etc. Quoi. Et donc, il y avait véritablement une mentalité passéiste qui était à l'œuvre à cette époque-là. Ce n'était pas encore du conservatisme au sens contemporain du terme, mais on était quand même clairement dans une mentalité qui cherchait à faire prévaloir une civilisation humaine sur la volonté divine. Et c'est ça le gros problème systématiquement qu'on retrouve. C'est que ces gens-là, ils préfèrent l'homme à Dieu, et c'est ça le gros problème. Mais apparemment, le conservatisme, ça a l'air très dur d'en sortir. Hein. Il faut se convertir. En fait, c'est quoi? C'est l'attrait du monde, en réalité. C'est ça le truc aussi, c'est l'attrait du monde. Mais vouloir désirer véritablement une réelle chrétienté, là, c'est autre chose. Hein. Parce que j'ai oublié de préciser, suppression de la démocratie aussi. Hein. Enfin bon, allez, on va changer de truc. Enfin voilà, ah oui, après, on a... Je crois qu'on... Oui. Non, mais... Ah, oui. Allons-y. Tu voulais dire quelque chose? Oui, te relancer pour les définitions du conservatisme, c'est peut-être ça que tu voulais dire. Oui, mais j'allais y arriver justement. Au XIXe siècle, il va y avoir un autre phénomène qui est lié à la Révolution, ça va être le phénomène du bonapartisme en France, qui va chercher à conjuguer la Révolution et un certain conservatisme. On le voit avec la figure de Napoléon Bonaparte, qui va chercher à détruire les sociétés traditionnelles avec son code civil notamment, mais qui va en même temps chercher à conserver un certain appareil. Il va notamment reprendre l'appareil de l'Antiquité. Il va s'appeler empereur, il va reprendre l'aigle impérial. Enfin, il y a toute une symbolique qu'il va chercher à remettre en place. Et ça va considérablement influencer le conservatisme français, même si c'est... Pour le cas de la France, le mot conservatif n'est peut-être pas le meilleur. Beaucoup de spécialistes en sciences politiques l'admettent. Il n'y a pas vraiment eu un courant conservateur en France, mais des influences conservatrices, ça se fait certainement. Oui, dans les esprits. De c'est un concept qui se réfère plutôt à une mentalité générale. Il n'y a pas de parti conservateur. Enfin, il n'y a pas de parti qui se définit ouvertement comme conservateur en France, je pense pas. Ce qu'il peut y avoir, c'est des partis démocrates chrétiens, mais c'est encore un autre sujet, parce que un démocrate chrétien est dans un logiciel progressiste. Donc, ce n'est pas exactement un conservateur, on le voit avec Maritain, on le voit avec tous ces gens-là. Ce n'est pas exactement des conservateurs au sens où on l'a défini précédemment. Ou alors, c'est des nationalistes. Et les nationalistes, on l'avait déjà fait dans une précédente émission, ce n'est pas exactement du conservatisme, encore qu'il s'agirait de conserver la nation dans sa pureté fantasmée. Donc. Mais ça se différencie quand même parce que le nationaliste, il va chercher à mettre au pinacle la nation. Il aura une attitude active en politique. Tandis que le conservatisme, il aura une attitude passive. Donc il y a quand même des subtiles nuances entre les deux courants. Et donc, voilà. Donc en France, on aura plutôt la figure du gaullisme, qui sera ce qui tiendra lieu de conservatisme. Ce sera De Gaulle. Mais De Gaulle, on l'a vu durant lorsqu'il a pris le pouvoir, il a instauré une 5e République, il a changé énormément de choses. Il a instauré un régime présidentiel fort, même si ce n'était pas pour le meilleur. Parce qu'il a aussi fait une constitution athée, dans le sens où il n'y avait aucune mention de l'origine divine du pouvoir, donc forcément ça n'allait pas. Mais quand même, il était dans une dimension active et il ne peut pas être assimilé au conservatisme anglo-saxon, ça c'est certain. De Gaulle, oui, mais après, voilà, ceux qui se réfèrent à De Gaulle, là c'est autre chose, parce que... Ah ben après, oui, mais... Parce qu'après, peut-être qu'à certaines époques, c'était plutôt le bonapartisme, maintenant, après ça a été le gaullisme. C'est actionnaire de Gaulle. Hein. Voilà. Les gens actuellement, ils seraient actionnaires de Gaulle. Hein. Oui, c'est exactement. À l'heure actuelle, c'est ça ce que je veux dire. Alors qu'avant, avant De Gaulle, c'était Napoléon. Si je ne me trompe pas, voilà. Et sauf que nous, on n'est pas concernés. Nous, les catholiques, on n'est pas censés être concernés. Dans les deux cas, c'était pas une chrétienté. C'était pas des chrétientés. C'est pas notre problème. C'est pas notre problème, ces gens-là. C'est des ennemis. C'est des ennemis. De Gaulle. Oui, objectivement, c'était des ennemis. Objectivement, c'est des ennemis dans le sens où leur projet n'était pas la restauration du règne social de Jésus-Christ en France. Rien à voir, rien à voir. C'est pas des amis. Hein. Après, ils sont peut-être battus contre la gauche, je sais pas trop quoi. Ils sont peut-être battus contre des communistes, contre les ennemis de nos ennemis, ça veut pas dire que c'est des amis. Hein. Bon, c'est pas grave, ouais, mais il est quand même conservateur, machin. Mais c'est pas le but, hein. C'est pas le but en soi. Hein. Bon, la plupart des gens sont dans cette mentalité et ça nous bloque en fait. Ça tire les chrétiens vers le bas, tout ça. Ça les maintient justement dans le statu quo par définition. Tout à fait. C'est ça qui est dangereux. Et puis,
il faudra encore revenir sur une autre définition du conservatisme. Donc là, on en a vu 2, voire 3. On a vu le conservatisme anglo-saxon, passéiste, non interventionniste, qui veut vraiment maintenir le statu quo, qui est dans une optique purement défensive. On a vu le conservatisme un peu à la française, marqué par la figure donc, de Napoléon et de Gaulle, qui est un peu plus offensive, entre guillemets, mais qui ne cherche pas à battre une chrétienté, qui est davantage socialiste, entre guillemets, parce que clairement, c'était leur projet. Le projet à Napoléon, le projet à De Gaulle, il y avait des aspects socialistes dans leur programme. Mhm. Donc voilà, donc il y a une troisième forme, entre guillemets, qui est née en Allemagne, et il faudra peut-être revenir vite fait sur... Alors, là, ce qui est marrant, ce qui est très intéressant, justement, c'est que les 3 pays concernés par ces 3 grosses définitions concernant le conservatisme, on a parlé de la France, on a parlé du Royaume-Uni, maintenant on parle de l'Allemagne, avec les États-Unis bien entendu, des pays qui sont le fer du lance du libéralisme. Et qui ont joué un grand rôle dans l'apostasie des autres peuples. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon. Et donc j'y reviens. Qu'est-ce qui s'était passé en Allemagne? Il y a eu l'échec du Kaiser. L'échec du Kaiser, l'abdication du Kaiser. Qui fait qu'en Allemagne, l'aspect réactionnaire a été très impopulaire parce que le Kaiser est parti de façon absolument pas glorieuse. Parce que c'était sous le coup d'une révolution communiste, il y avait aussi des problèmes sur le front, les Allemands reculaient un peu. Mais alors que l'Allemagne n'était pas directement menacée, il a abdiqué, il est parti aux Pays-Bas. Et ça a laissé les Allemands dans une crise terrible qui a abouti à la République de Weimar avec énormément d'abus. Et ça a conduit beaucoup d'Allemands à se poser une question sur qu'est-ce que c'est être allemand, qu'est-ce que c'est être de droite aujourd'hui, que faut-il conserver. Et ça a donné naissance à un courant qu'on appelle la révolution conservatrice en Allemagne. Et ce courant-là, donc, il va chercher à savoir qu'est-ce qui doit être conservé et qu'est-ce qui doit être changé. Et ce sera la boîte de Pandore de tous les courants qui vont succéder, en fait. Parce qu'on peut remarquer que tout ce qui a succédé après ces années-là, de près ou de loin, a un lien avec cette école-là. Parce que cette école-là, en fait, il y a eu énormément de penseurs qui ont eu énormément d'idées extrêmement opposées, extrêmement différentes, et qui ont abouti à tout un tas de courants. Par exemple, le national-bolchevisme. Le national-bolchevisme est issu de la révolution conservatrice, des gens qui se sont dit il faut socialiser les moyens de production tout en ayant une politique nationale. Il y a eu le courant libre conservateur aussi. Comment s'appelait ce courant-là? L'ordolibéralisme, voilà ça que je cherchais ce terme-là. C'était un peu une espèce de courant entre la démocratie chrétienne et le conservatisme. Et donc c'est né aussi de certaines réflexions qui sont nées avec la révolution conservatrice. Il y a eu, il y a eu tous les courants nationaux révolutionnaires aussi qui est né là. Les frères Strasser lisaient énormément les penseurs révolutionnaires conservateurs. Et donc ça a donné le courant donc, nationaliste révolutionnaire. Il y a eu les nazis. Les nazis se sont inspirés aussi de certaines idées qui étaient véhiculées dans la révolution conservatrice. Même si eux avaient en vue plutôt une façon nationale prolétarienne de voir les choses, tandis que la révolution conservatrice, les penseurs de la révolution conservatrice étaient élitistes et aristocrates. Donc il y a quand même certaines nuances, mais voilà. Les néoconservateurs actuels, donc ceux qu'on a vus à l'œuvre récemment, à partir de Reagan, qui ont déstabilisé le Moyen-Orient, qui dominent actuellement les partis conservateurs, qui cherchent à appliquer une politique impériale, mais en ayant en vue un objectif libéral. Et bien, les grands penseurs de ce courant-là se sont inspirés de la révolution conservatrice. Ils se définissaient comme des révolutionnaires conservateurs aussi. En tout cas, c'est des courants qui sont extrêmement éloignés les uns des autres. Plus ou moins, mais ouais. Par contre, je pense pas que ce soit la révolution conservatrice qui a donné l'école de Francfort. Il y a eu des... Si. Plus lointains. Jürgen Habermas a lu... il a commenté certains textes de la révolution conservatrice allemande, mais oui, c'est vrai qu'on peut pas dire que c'est directement issu de ça, mais il y a eu quand même des liens. C'est un peu plus à gauche. Des liens par rapport aux personnalistes aussi. Ouais. Les personnalistes, ils sont nés en opposition avec les révolutionnaires conservateurs. Ils sont issus de cette branche-là, mais c'est une branche dissidente. Et ça a donné Vatican II. On le voit notamment avec la figure de Waldemar Burian. C'était un penseur d'origine juive converti au catholicisme, mais je ne sais pas s'il était orthodoxe, etc., mais qui était proche de Maritain, etc., et qui va chercher à s'opposer au totalitarisme. Et à la suite de la lecture de Carl Schmitt, donc un penseur révolutionnaire conservateur. Il va influencer Maritain, etc. Donc les gros penseurs du personnalisme qui va inspirer Vatican II sont indirectement issus de la révolution conservatrice. Pourquoi? Parce que ça va être un immense laboratoire d'idées de gens qui cherchaient à se définir de droite sans forcément recourir à l'ancien régime. Et donc forcément, tous ceux qui vont chercher à créer une nouvelle synthèse vont s'inspirer un peu de ces idées-là
Et on voit aussi avec la nouvelle droite. Ouais, mais justement, je pense à eux, c'est ça. Ouais. Alain Benoît s'est inspiré de Oswald Spengler et de Arthur Müller-Van den Broek, qui sont deux penseurs de la révolution conservatrice. Et donc voilà, on peut continuer comme ça très très loin. Enfin, il faudrait peut-être faire une émission là-dessus, ou peut-être pas, mais c'est un courant important dans l'histoire des idées. Mais globalement, le gros problème qu'il y a eu, c'est que ce courant-là, le problème qu'il y a eu, en fait, c'est que il manquait l'appui de la religion chez beaucoup. Il y a eu quelques-uns qui étaient catholiques et qui ont d'ailleurs produit des idées intéressantes. Oui, Carl Schmitt. Carl Schmitt, notamment, Gerd Klaus Kaltenbrunner, Otmar Spahn, etc. Il y a eu quelques-uns qui étaient pas mal. Mais globalement, non. Globalement, c'est pas un courant qui est recommandable les yeux fermés. Parce qu'il y a eu énormément de paganisme, énormément. Enfin, comme ils cherchaient à redéfinir ce qui était être allemand, ce qui était être de droite, etc., et bien, ça partait un peu dans tous les sens. Donc, forcément, c'était le gros problème de cette école-là. Ça ne veut pas dire que tout est acheté non plus. Et c'est un peu délicat à traiter, comme ça. Oui, absolument, voilà. Non. Parce que, notamment, ils ont redécouvert la notion d'empire. On le voit avec Edgar Julius Jung, qui a cherché justement contre l'État-nation prussien qui a créé le Deuxième Reich et qui s'est effondré en 1918. Ils ont cherché à reprendre un peu les principes du Premier Reich, donc le Saint-Empire romain germanique, en cherchant à l'adapter à la situation nouvelle. Et donc, ça reste quand même une école intéressante. Mais on ne peut pas tout balayer de la main. Ouais, c'est ça. Donc, c'est peut-être pour ça, oui. Eux, ils disaient, par exemple, là, je vais citer Gerd Klaus Kaltenbrunner, qui est un principal penseur de cette école-là. La tradition préserve le progrès avance la tradition. Il y avait un peu cette idée voilà, de chercher à la fois à conserver certaines choses, mais en même temps de s'appuyer aussi sur la nouveauté, etc. Enfin, la nouveauté dans le sens perfectionnement individuel, perfectionnement de la société. Il n'y avait pas cette attitude de rejet absolu de la technique. Et c'est ça qui a donné un courant intéressant au niveau de l'histoire des idées. Ça, on peut pas. Et justement, un des grands problèmes que je constate aujourd'hui, c'est là qu'on voit que quand même ces questions de conservatisme, etc., ça a empoisonné beaucoup. C'est que cette école-là, qui aura joué un rôle important jusqu'au monde actuel, puisque même encore toujours maintenant, Carl Schmitt est utilisé, on l'a vu notamment avec Bannon, l'ancien conseiller de Trump, qui faisait directement référence à la théorie du cathécon de Carl Schmitt pour défendre, pour justifier un peu la politique de Trump. Donc jusqu'à maintenant, ça a eu une influence et il n'y a aucune analyse catholique sérieuse, en tout cas j'en ai pas vu, de ce courant-là. J'ai jamais vu une critique catholique dure, tu as compris, de Carl Schmitt ou de la révolution conservatrice allemande, ça n'existe pas. Pourtant, c'est une école qui a énormément d'influence. Et c'est là qu'on voit quand même que beaucoup de catholiques aujourd'hui sont dans une mentalité réactionnaire, c'est-à-dire que beaucoup lisent les auteurs, par exemple, du 19e siècle. Ils vont lire le cardinal Pie, Monseigneur Guillaume, etc., qui peuvent être de bonnes lectures, je ne dis pas que tout est acheté dans ça, mais par rapport à la réalité du monde d'aujourd'hui, bien, ils n'ont pas nécessairement toutes les bonnes réponses, parce que forcément, la technique a évolué, le rapport au monde, la réalité, la domination du libéralisme. Ils n'ont pas les livres non plus, du moins et un peu moins de bons auteurs. Oui, j'en conviens bien qu'il y a un manque d'intellectuels, ça j'en conviens parfaitement, mais ce que je veux dire par là, c'est que normalement, le catholique, il doit bénir l'époque dans laquelle il est. Parce que c'est Dieu qui lui a permis de vivre à cette époque-là. Donc normalement, vivre aujourd'hui, c'est une bénédiction, on devrait remercier Dieu. Mais le problème, c'est que comme on est tellement dans cette optique réactionnaire, là en l'occurrence plus que conservatrice, eh bien, on a tendance à maudire notre époque et à refuser d'y vivre et à chercher à s'appuyer sur des références anciennes qui certes peuvent être bonnes, mais qui ne répondent pas nécessairement à tous les enjeux de notre époque. Par exemple, la question de la mondialisation, la question du rapport à la technique aussi. La question de la société de consommation actuelle. Ouais. Là, les catholiques, ils sont démunis. Chacun essaie d'improviser un peu une solution, mais c'est très... Et c'est pas toujours basé, c'est même bien souvent pas des discours basés sur la doctrine catholique. Et la doctrine catholique qui n'a jamais condamné le progrès. J'ai peut-être cité là, parce que ça oui, voilà, exactement aussi, parce qu'il y a aussi un conservatisme, il y a aussi un genre de conservatisme un peu plus amish, où il y a le refus et volonté de statu quo par rapport à la technique. Combien de fois on n'entend pas ça chaque fois qu'il y a un nouvel appareil, une nouvelle machine qui sort, que ce soit à l'imprimerie, que ce soit les GPS, les téléphones, c'est directement descendu, c'est directement critiqué. Et pour finir, après 5-10 ans, les gens commencent à les adapter. En tout cas, dans le milieu catholique, je parle plutôt traditionnel francophone, parce qu'après, je ne connais pas les autres, parce que je pense que les Américains abordent peut-être
tout ça d'une façon un peu différente. Mais bon, voilà. Après, à côté de ça, les Américains, ils ont leurs problèmes aussi, évidemment, hein. Eux, ils ont... enfin, je vais pas rigoler de ça. Ils ont malheureusement... la plupart des familles catholiques traditionnelles, comme on dit, je dis traditionnelles pour qu'on se comprenne bien, ont la télévision dans leur foyer. Voilà, c'est aussi, tu vois, c'est aussi un autre problème, hein. Je pense pas qu'ils regardent nécessairement des chaînes aussi dégénérées que les nôtres, mais quand même, quand même. C'est pareil en Asie, aux Philippines, c'est pareil, la plupart des gens ont aussi la télévision chez eux. C'est terrible. Voilà, après il y a peut-être d'autres pays, hein, Amérique latine, ça je ne sais pas comment ça se présente. En Europe, par contre, en France, en France, en Belgique, tout ça, les familles catholiques sérieuses résistent bien à tout ce qui est télévision, cinéma, etc. En général, grosso modo, par rapport à ce que j'ai pu voir. Parfois, il y a parfois un peu de la mentalité conservatrice, justement. Les Américains, comme ils ont été beaucoup plus marqués par le conservatisme, ben, comme la télévision est entrée dans les mœurs, ils ont été plus faibles à lui opposer, tandis que le problème chez nous, c'est plutôt la mentalité réactionnaire. C'est pas tant le conservatisme que la mentalité réactionnaire qui fait qu'au fond d'une période passée qui aurait été faite. C'est un peu le problème. Ben, voilà. D'un autre côté, heureusement pour nous, d'un autre côté, parce que les Américains, ils sont... Tu vois, ils ont leur petite production, entre guillemets, chrétienne, hein, même protestante et tout ça, souvent. C'est des films qu'ils vont avoir tendance à regarder, bon, malheureusement, tu vois, avec des histoires gentillettes, tu vois, mais avec des filles en pantalon et des bazars comme ça, hein, évidemment. Des histoires gentillettes, mais avec des protestants, bon bref. Par contre, chez nous, c'est 10 fois pire. C'est tout autant dégénéré, t'as pas des petites productions comme ça chez nous, hein. Et les films américains que nos distributeurs rachètent, c'est toujours les films les plus dégénérés, hein. Donc, du coup, bah, les Américains, ils sont quand même contaminés, hein, évidemment, par ce qu'ils regardent. Mais je veux dire, en France, si les catholiques avaient adopté la télévision, il y aura quasiment plus de catholiques, hein. Ben oui, ça c'est certain. Ça, c'est certain. D'ailleurs, c'est toutes les familles qui ont résisté à ça qu'ils ont pu tenir, hein. Les meilleures familles, c'est souvent... voilà, parce que leurs grands-parents et tout ça ont refusé la télévision, hein, ça a beaucoup joué. J'en suis convaincu. Mais là encore, c'est pas la télévision qui est l'ennemi, c'est que c'est une télévision qui est dominée par l'ennemi. C'est ça le problème. Voilà, absolument, ouais, c'est ce que je voulais dire aussi par rapport à la question de la télévision. Je sais plus pourquoi j'ai abordé les choses comme ça, mais c'est clair que c'est pas le médium le problème, c'est l'émetteur le problème. C'est le diable. C'est la personne qui a le pouvoir sur la télévision qui diffuse des saletés. Maintenant, on aurait... Papidou avait applaudi, avait béni l'arrivée de la télévision, enfin, dans le sens où voilà. Il se félicitait, par exemple, qu'on puisse retranscrire des messes par la télévision, même si ce n'était pas la même chose que communier directement. Ça permettait quand même à certains fidèles qui, on le voit encore aujourd'hui, ben voilà, avec le problème qu'on peut avoir avec les messes Nunakum, qui ne sont pas nécessairement accessibles pour beaucoup, ben, le fait de pouvoir avoir accès aux messes par Internet, notamment aujourd'hui, eh bien, ça peut être un certain soulagement pour certains fidèles. C'est ça. C'est un aspect très positif de la technologie. Elle sert les intérêts de Dieu. Donc, dans ce sens-là, on ne peut qu'applaudir. Après, évidemment, si on est au pouvoir, si on établit une chrétienté, Internet sera un peu plus censuré, évidemment, hein. Bien sûr. Voilà. Mais bon, voilà, c'est comme quoi, voilà, la technique en soi, c'est pas le problème, c'est ce qu'on en fait, hein. C'est ce qu'on en fait, hein. Ben voilà. Donc, je vais peut-être faire une citation là ici de Pie XI, qui parle justement du fait que l'Église ne s'oppose pas à la technique, mais elle cherche à donner certains principes visant à réguler l'usage qu'on en fait. Ouais. Et donc, je vais citer ici donc, Pie XI dans son encyclique sur le communisme, contre le communisme Divini Redemptoris, qui dit ainsi: la doctrine de l'Église ne sépare pas le souci modéré des biens temporels de la sollicitude pour les biens éternels. Si elle subordonne les premiers aux autres, suivant la parole de son divin fondateur, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par surcroît, elle est bien loin toutefois de se désintéresser des choses humaines et d'entraver le progrès et les avantages matériels. Au contraire, elle les aide et les favorise de la manière la plus raisonnable et la plus efficace. Ainsi, bien que l'Église n'ait jamais, sur le terrain économique et social, présenté de système technique déterminé, ce qui d'ailleurs ne lui appartient pas, elle a pourtant clairement indiqué sur certains points des directives qui, tout en s'adaptant dans le concret à des applications diverses selon les différentes conditions de temps, de lieu et de peuple, montrent la bonne voie pour assurer l'heureux progrès de la société.
Donc voilà, l'Église ne s'oppose pas au programme, ne s'oppose pas à la technique, mais elle cherche simplement à mettre certaines conditions, et des conditions qui sont pleinement justifiées parce qu'elles sont conformes à la morale. C'est tout. C'est ça. Bah ouais, voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, donc c'était... Je sais pas si tu as encore d'autres définitions du conservatisme, parce que là on va voir le conservatisme par rapport à la technique. Je pense qu'on a un peu fait le tour. On a un Ici. petit peu fait Là, le on a tour, vu très le bien. conservatisme au sens anglo-saxon, on a vu le conservatisme au sens français, au sens allemand, on a Ouais, vu aussi l'esprit anti-technique, c'est ça. technophobe, passéiste. Pardon? Je pense qu'aux États-Unis, bon, on pourrait peut-être encore en dire beaucoup en soi, mais après je sais pas si c'est nécessaire par rapport au conservatisme américain. Peut-être juste dire que au niveau des fruits, ça ne marche pas, quoi. Par exemple, là, peut-être Ouais, pour c'est citer, vrai. là, comme on parlait du conservatisme américain, je vais peut-être faire une assise sur Reagan. Quand on parle de conservatisme américain, on pense souvent à Ronald Reagan, qui a incarné ces idées, qui a cherché à les défendre quand il était président. Mais on constate que sur énormément de points, il a donné, il a laissé prise aux idées de gauche, quoi. Par exemple, il a signé le Therapeutic Abortion Act en 67, quand il était gouverneur de Californie. Et c'est ce qui fait que ça a permis énormément d'avortements thérapeutiques, soi-disant thérapeutiques. Parce qu'on est passé en 67 de 512 avortements à plus de 100 000 les 2 années suivantes. Tiens, c'est Donc bizarre. une explosion radicale. Et ça a été, il a signé ce qui a permis à l'avortement de prendre place, quoi. Donc voilà, c'est un exemple. On peut aussi citer un autre exemple, c'est qu'il a signé le Family Law Act. Et Ronald Reagan a accentué encore plus la possibilité de divorce, parce qu'il a autorisé le fait qu'on puisse se divorcer, même sans qu'il n'y ait eu de faute commise. Ah Alors ouais, auparavant, il fallait qu'il y ait faute. mais voilà. C'était déjà pas bien. Hein. Les conservateurs ont toujours essayé d'arrondir les angles, mais au final, ils ont toujours dû abandonner les sujets qui nécessitaient justement d'être non négociables. Et parce que ça faisait appel à la morale ou à quelque chose de transcendant. Tandis qu'eux, ils ont un point de vue. Le problème du conservatisme, c'est qu'il est totalement plongé dans le monde actuel. Il a une vue totalement immanente des problèmes. C'est-à-dire que est-ce que ça va avoir un impact négatif sur la société ou non? Mais le problème, c'est que ça peut avoir un impact entre guillemets négatif sur le moment, mais que ça peut avoir des effets bénéfiques plus tard. Genre, si on vient à une chrétienté, c'est sûr qu'il y aura peut-être des gros problèmes au début, parce que les gens n'accepteront pas. Mais si on triomphe, ce sera des effets énormément positifs. C'est ça. Et pour un conservateur, ça ne va pas, ça. Ça, il faut qu'il y ait le moins d'effets négatifs présentement. Absolument. Voilà, donc Reagan, une icône des conservateurs en général. Ben voilà ce que c'était. C'est un progressiste. Mais voilà. Donc je sais pas si on a encore des choses à dire, si on conclut ou pas. Non, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein, On a fait le tour. Je pense que nos frères en chrétienté qui écoutent cette émission ont bien compris le problème. Hein. Alors, je vais peut-être te poser une petite question, Théodon, hein, pour qu'on se mette d'accord. Est-ce que l'Église, est-ce que la religion, sainte religion catholique, est conservatrice ou pas? Je pense qu'on a répondu à la question pendant cette émission. Au niveau de l'orientation, bien évidemment que non. Après, elle conserve certaines choses, tout ce qui est tradition, etc. Mais ce n'est pas la mentalité conservatrice qui fait en sorte qu'on conserve la tradition. C'est parce que la tradition, elle est liée directement à Dieu qui fait qu'on la conserve. C'est parce qu'il y a un lien avec l'immuable, avec le divin, C'est ça. qui fait que certaines choses méritent d'être conservées, mais ce n'est pas... Conservée et transmise. On ne conserve pas pour conserver, voilà. C'est ça. Donc, chers amis, hein, ne soyez pas des chrétiens conservateurs et passifs. Hein. Soyez des chrétiens offensifs. Hein. Je pense que c'est un bon petit mot de conclusion. Hein, parce que c'est ça. Un chrétien catholique se doit d'être offensif. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi le zèle apostolique. Hein. Le catholicisme, c'est un combat. Hein. C'est un combat. Donc, le but, c'est la restauration du règne social de Jésus-Christ dans les cœurs et sur les cités. Hein. Donc, je pense pas que ce soit avec le gentil petit conservatisme statu quo qu'on y parviendra un jour. Et personnellement, si on rétablit une gentille petite démocratie libérale chrétienne, du fait qu'il y a un tant soit peu de conservatisme et de petites références à la religion, moi ça m'intéresse pas. C'est bien gentil, mais moi ça fait pas plus rêver que ça. C'est pas assez. Le Christ il est venu apporter la division sur la terre. C'est ça. Moi je veux dire, il est venu apporter l'épée. Avoir un gentil petit gouvernement chrétien, mais continuer à voir dans la rue des dames mal habillées, continuer à voir dans les boutiques des mauvais films, des mauvais livres et tout ça, de la mauvaise musique, personnellement ça m'intéresse pas, le programme m'intéresse pas.
Et ça, on l'a déjà dit plusieurs fois. Hein. Donc voilà, le but, chrétienté, hein. Chrétienté. Hein. On pourra un jour plus développer, mais voilà, le programme, il est lourd, hein. Il est très très lourd. Et, comme disaient les francs-maçons, il y a du pain sur la planche. Bon, je termine mal la conclusion, mais bon, c'est pas grave, on s'est compris. Hein. Allez, ouais, Théodon, bah, un gros merci, l'émission était super passionnante. J'espère que nos auditeurs auront l'occasion et auront la bonne idée de l'écouter jusqu'au bout. Hein. Puis voilà. De rien, j'espère que effectivement ça aidera certains auditeurs qui peuvent être un peu perdus sur ces sujets parce que, encore une fois, c'est des sujets dont on ne parle pas. Qui c'est qui dénonce le conservatisme aujourd'hui? Personne, malheureusement. Donc, Théodon, tu as encore contribué à la radicalisation des auditeurs. Hein. Ah ben, il le faut. Allez, une très bonne autre soirée à toi et une autre prière. Hein. Une autre prière. Salut. Hein. Ouais. Salut.